Tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé. Sérieusement, resserre-toi un verre, parce que l'histoire que je vais te raconter, elle nécessite au moins un bon rouge, voire quelque chose de plus fort. Installe-toi confortablement. T'es bien là? Ok. Tout a commencé de la manière la plus banale et la plus stupide possible. C'était un dimanche soir, il y a environ 3 semaines. Tu connais ce genre de dimanche soir pluvieux à Paris, où tu as déjà binge-watché tout ce qui était humainement regardable sur Netflix, où tu as mangé tes pâtes au pesto directement dans la casserole parce que tu avais la flemme de salir une assiette, et où tu finis par scroller sur ton téléphone comme un zombie. Voilà, j'étais exactement dans cet état-là. Une épave en pyjama pilou-pilou, l'esprit vide, le pouce qui glisse machinalement sur l'écran. Et là, entre une photo de chat mignon et une story de mon ex qui fait semblant d'avoir une vie géniale à Bali, je tombe sur cette pub. Tu sais, ces publicités ciblées qui te connaissent mieux que ta propre mère? C'était pour un kit de test ADN, Gene Discover. Le nom claquait bien, un peu futuriste, un peu médical, mais avec une police d'écriture rassurante, toute ronde. La promesse était simple. Découvrez qui vous êtes vraiment. Retrouvez vos origines. Connectez-vous avec votre famille mondiale. Franchement, en temps normal, j'aurais scrollé sans même cligner des yeux. Je veux dire, je sais qui je suis. Je suis une Parisienne stressée, accro au café, avec un loyer trop cher et une vie sentimentale qui ressemble à un accident de voiture au ralenti. Pas besoin de payer pour savoir ça. Mais là, il y avait une promotion. Moins 50%. Le kit à 49,99 € au lieu de 100 balles. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'ennui, peut-être le 2e verre de vin que j'avais déjà bu ce soir-là. Mais j'ai cliqué. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant. Peut-être que je vais découvrir que je suis à 2% viking ou que j'ai une lointaine cousine princesse en Polynésie. On a tous ce petit espoir narcissique débile, non? L'idée qu'on est un peu plus spécial que la moyenne. J'ai commandé le truc. J'ai payé avec Apple Pay sans même réfléchir. Et j'ai oublié l'affaire 5 minutes plus tard. Le kit est arrivé 3 jours après. Une petite boîte en carton toute blanche, très épurée, très Apple de la génétique. À l'intérieur, c'était moins glamour. Il y avait un tube en plastique, un manuel d'instructions épais comme un roman russe et une enveloppe préaffranchie. Le concept est d'une simplicité biblique et d'une vulgarité absolue. Tu dois cracher dans le tube. Pas juste un petit postillon élégant, non. Tu dois remplir le machin jusqu'à un trait noir. Et crois-moi, quand tu es là, seul dans ta cuisine, à essayer de produire assez de salive pour atteindre ce foutu trait, tu te sens tout sauf une princesse viking. J'avais l'impression d'être un lama asthmatique. J'ai passé 10 bonnes minutes à masser mes joues pour faire venir la salive, en me regardant dans le miroir de l'entrée. Si quelqu'un m'avait vu à ce moment-là, j'aurais probablement été internée d'office. Je me disais, tu es en train d'envoyer ton code génétique, la recette biologique de ton existence, à une entreprise privée à l'autre bout du monde. Tout ça parce que tu t'ennuyais un dimanche. C'est le summum du capitalisme moderne, tu ne trouves pas? On vend nos données, nos habitudes, et maintenant nos fluides corporels, juste pour le fun. Une fois le tube rempli, un mélange mousseux et franchement dégueulasse,
j'ai vissé le bouchon bleu. Il y a eu un petit clac satisfaisant et un liquide conservateur s'est mélangé à ma salive. J'ai secoué le tout comme un shaker à cocktail bas de gamme. J'ai fourré ça dans l'enveloppe et je suis descendue la poster dans la boîte jaune au coin de la rue. En entendant l'enveloppe tomber au fond de la boîte aux lettres, j'ai eu un frisson bizarre. Pas un frisson de peur, non. Plutôt ce genre de micro-regret que tu as quand tu envoies un message risqué à un mec à 2h du matin. Une sorte de « oups, trop tard, c'est parti ». Les semaines ont passé. J'ai repris ma vie normale. Le métro, le boulot, les apéros, les insomnies. J'avais complètement zappé cette histoire de test. Pour moi, c'était 50 € jetés par la fenêtre. Le prix d'une mauvaise blague. Et puis, c'est arrivé hier soir. J'étais en train de me démaquiller dans la salle de bain. J'avais ce vieux t-shirt trop grand que je mets pour dormir. Et j'essayais d'enlever ce mascara waterproof qui résiste même aux explosions nucléaires. Mon téléphone a vibré sur le bord du lavabo. Une notification mail. Objet. Vos résultats Gene Discover sont prêts. Mon cœur a fait un petit bond ridicule. C'est con, hein? Mais c'est comme ouvrir un cadeau de Noël, même si tu sais que c'est probablement juste une paire de chaussettes. J'ai essuyé mes mains, j'ai attrapé mon téléphone et je me suis assise sur le rebord de la baignoire. J'ai cliqué sur le lien. Évidemment, j'avais oublié mon mot de passe. J'ai dû faire la procédure de récupération, attendre le code par SMS, râler contre la technologie. Tout ça a fait monter la sauce. J'étais excitée. Je m'imaginais déjà appeler ma mère pour lui dire « Maman, tu ne m'avais pas dit qu'on avait des ancêtres italiens ?» ou un truc du genre. La page s'est enfin chargée. Un beau graphique coloré est apparu. Alors, pour le côté exotique, on repassera. 92% Europe de l'Ouest, principalement France et Belgique. Super. Je suis littéralement aussi exotique qu'une baguette de pain rassis. 3% îles britanniques. Ça explique pourquoi je brûle au soleil en 10 minutes. Et le reste, c'est du bruit de fond génétique indéterminé. La grosse déception. J'ai soufflé du nez, un peu blasé. Je m'apprêtais à fermer l'onglet et à retourner à ma guerre contre mon mascara, quand j'ai vu l'autre onglet, celui marqué « Parents et famille ». Il y avait une petite pastille rouge dessus, avec le chiffre 1. Je me suis dit « Tiens, j'ai un cousin éloigné qui a fait le test aussi. » C'est assez courant maintenant. Peut-être le fils de l'oncle Gérard que je n'ai pas vu depuis 10 ans. J'ai cliqué, amusé. La page a mouliné quelques secondes. Ce petit cercle de chargement qui tourne, tourne, tourne. Et là, le résultat s'est affiché. Je me souviens exactement de la sensation. Tu sais, quand tu rates une marche dans l'escalier et que ton estomac remonte dans ta gorge, c'était ça. J'ai relu 3 fois. J'ai zoomé sur l'écran. J'ai même nettoyé la trace de doigt grasse qui était dessus pour être sûr de bien lire. Il n'y avait pas écrit cousin au 3e degré. Il n'y avait pas écrit demi-frère. Il y avait écrit correspondance ADN 100%. Relation estimée. Jumelle monozygote. J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, tout seul dans ma salle de bain carrelée de blanc. C'était ridicule. C'était impossible. Je suis fille unique. Je le sais. Mes parents me l'ont répété toute ma vie,
C'était même leur excuse pour tout me passer quand j'étais gamine. Ou au contraire, pour me mettre trop de pression. Tu es notre unique merveille, disait ma mère. Il n'y a jamais eu de sœur. Jamais. J'ai pensé à une erreur. Forcément. Ils ont mélangé mes échantillons avec ceux de quelqu'un d'autre? Non, ça n'a pas de sens. Même si on mélange, on ne trouve pas 100% de correspondance avec une inconnue. Ou alors, j'ai craché 2 fois et ils ont analysé le même tube 2 fois. Non, c'est débile. J'ai regardé le profil de cette personne. Le nom affiché n'était pas le mien. Ce n'était pas Julie, c'était Mathilde V. Mathilde? Qui bordel est Mathilde? J'ai cliqué sur son profil. C'était vide. Pas d'âge, pas de localisation, pas d'arbre généalogique rempli. Juste ce résultat brut, violent, scientifique. Nous partageons le même sang, le même code, la même gueule. 100% identique. Une jumelle identique. J'ai senti une goutte de sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. J'ai levé les yeux vers le miroir de la salle de bain. Mon reflet me regardait, pâle, les yeux écarquillés, avec une trace de mascara noir qui coulait sur la joue. Et pendant une fraction de seconde terrifiante, j'ai eu l'impression que ce n'était pas moi que je regardais, que le reflet avait un tout petit temps de retard, ou qu'il me souriait alors que je ne souriais pas. J'ai secoué la tête. « Arrête tes conneries, Julie », j'ai dit à voix haute. Ma voix a résonné bizarrement dans la pièce. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler ma mère. Il était 23h15. Elle allait râler que je la réveille. Mais il fallait que je sache. Il fallait qu'elle me dise que c'était une erreur. Ou qu'elle m'avoue un truc énorme. Genre, j'ai été adoptée. Ou qu'ils ont abandonné une gamine à la naissance. Mais au moment où mon doigt a plané sur le bouton d'appel, j'ai vu quelque chose d'autre sur le profil de cette Mathilde. Il y avait un petit lien en bas. Voir les photos partagées. Je ne sais pas pourquoi, mais mon pouce a tremblé. Pourquoi une parfaite inconnue qui partage mon ADN mettrait des photos sur un site de génétique? C'est pas Instagram ici. Mais la curiosité, c'est un vilain défaut qui peut te tuer, ou au moins te bousiller ta nuit de sommeil. J'ai cliqué. Une galerie s'est ouverte. Il y avait une dizaine de photos. Elles étaient sombres, un peu floues, granuleuses. On aurait dit des photos prises avec un vieux téléphone, ou dans des conditions de lumière pourries. J'ai cliqué sur la première pour l'agrandir. Au début, je n'ai rien compris. C'était juste une forme grise et beige. J'ai plissé les yeux. On aurait dit un coin de pièce. Il y avait un vieux parquet, une plinthe écaillée et le pied d'un meuble en bois foncé. Ça me disait vaguement quelque chose, comme une impression de déjà-vu, mais sans plus. J'ai passé à la photo suivante. Celle-là était prise de plus haut. On voyait le dessus d'une armoire, poussiéreux, et un bout de plafond avec une moulure en plâtre, un peu abîmée en forme de fleur. Mon sang s'est glacé. Littéralement. J'ai senti mes orteils se recroqueviller. Je connais cette moulure. Je la regarde tous les matins quand je fais mes étirements sur mon tapis de yoga. C'est la moulure de mon salon. Pas une moulure qui lui ressemble, non. C'est ma moulure, avec cette petite fissure spécifique qui part du pétale gauche et qui ressemble à un éclair. J'ai fait défiler les photos frénétiquement, le cœur battant à
200 à l'heure dans ma poitrine. Photo 3. Une vue en plongée de ma cuisine. Mais l'angle était impossible. C'était pris depuis le dessus des placards, là où il y a juste 10 cm d'espace avant le plafond. Qui peut prendre une photo de là? Une araignée? Photo 4. Une photo prise à travers les lamelles d'un store vénitien. On voyait la rue en bas. Ma rue. On voyait l'enseigne néon de la pharmacie en face de chez moi, celle qui clignote et qui m'empêche de dormir. Photo 5. Et c'est celle-là qui m'a fait lâcher mon téléphone. Il est tombé dans le lavabo avec un bruit sourd, heureusement pas cassé. La photo était prise dans ma chambre. C'était sombre, très sombre, mais on distinguait une forme sur le lit. Une forme sous une couette blanche. On voyait une touffe de cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller. C'était moi en train de dormir. La photo était prise depuis l'intérieur de mon placard entrouvert. On voyait le bord de la porte du placard flou au premier plan, comme si le photographe se cachait derrière. J'ai ramassé le téléphone avec des mains qui tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber à nouveau. J'ai regardé la date de la photo. Hier, 03h14 du matin. Je suis seule chez moi. J'ai une porte blindée 3 points. J'habite au 4e étage, sans balcon. Personne n'a les clés, à part ma mère qui habite à Lyon. J'ai relevé la tête et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Derrière moi, dans le reflet, la porte de la salle de bain était entrouverte sur le couloir noir de mon appartement. Le silence était total. Mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence lourd. Un silence qui écoute. J'ai une sœur jumelle. Elle s'appelle Mathilde. Et d'après ses photos, elle n'est pas à l'autre bout du monde. Elle est ici. Et je crois qu'elle joue à cache-cache. Sauf que moi, je ne savais pas qu'on jouait. Tu sais, dans les films d'horreur, il y a toujours ce moment où le personnage principal fait un truc complètement débile. Genre, il entend un bruit dans la cave, et au lieu de courir hors de la maison et de brûler le bâtiment derrière lui, il demande « Il y a quelqu'un ?» Eh bien, je te jure, sur la tête de ma mère, enfin, si c'est vraiment ma mère, que je n'ai pas posé la question. Je suis restée figée dans ma salle de bain, le dos collé contre la porte, à respirer comme un bœuf après un marathon. Mon téléphone était toujours dans ma main, l'écran allumé sur cette photo cauchemardesque de moi en train de dormir. Ma première réaction, ça a été l'instinct de survie. Mais version parisienne. J'ai cherché une arme. Qu'est-ce que tu as dans une salle de bain pour te défendre contre une jumelle maléfique invisible? Une brosse à dents électrique? Un coton-tige? J'ai attrapé ma grosse bombe de lac, le format familial. Je me suis dit, si elle approche, je l'asperge dans les yeux et je lui colle un coup de sèche-cheveux. C'était pathétique, mais ça m'a donné un semblant de courage. J'ai ouvert la porte de la salle de bain doucement. Le couloir était noir. Le silence était tellement dense que j'avais l'impression d'avoir du coton dans les oreilles. J'ai avancé vers ma chambre. Chaque latte du parquet qui grinçait me faisait sursauter. Tu connais ton appart par cœur, non? Tu sais quels bruits sont normaux. Le frigo qui ronronne, le voisin du dessus qui marche avec ses talons. Mais là, chaque son me paraissait hostile. Je suis arrivée devant le placard, celui de la photo.
La porte était fermée. Je me suis souvenu l'avoir fermée le matin même en cherchant mon pull gris. J'ai pris une grande inspiration. J'ai levé ma bombe de lac comme une policière de série B et j'ai ouvert la porte d'un coup sec. « Ah !» j'ai crié, pour de vrai, et je me suis retrouvée nez à nez avec mon manteau d'hiver. Juste mon manteau, pendu sur son cintre, qui s'est balancé doucement avec le courant d'air. J'ai failli faire un arrêt cardiaque pour une parka Uniqlo. Il n'y avait personne. J'ai poussé les vêtements. J'ai vérifié derrière les piles de draps. Rien. Pas de Mathilde. Pas de monstre. Juste une odeur de lavande et de poussière. Je me suis laissé tomber sur mon lit, les jambes en coton. J'ai commencé à rationaliser. C'est mon mécanisme de défense, le déni sarcastique. Je me suis dit, Julie, tu es conne. C'est un bug. Le site a été hacké par un petit génie russe qui s'amuse à faire peur aux filles seules. Ou alors, c'est une caméra cachée, une ex de mon mec qui a photoshopé ma chambre. Mais au fond de moi, je savais que ça ne tenait pas. La photo était trop réelle. L'angle était trop parfait. Il fallait que j'appelle la seule personne capable de me donner une réponse. Il était presque minuit, mais je m'en foutais. J'ai composé le numéro de ma mère. Ça a sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque sonnerie, mon angoisse montait d'un cran. Allô ? Sa voix était pâteuse, ensommeillée. Maman, c'est moi. Ne raccroche pas, c'est une urgence. Julie, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as eu un accident ? Tu es à l'hôpital ? Le réflexe maternel classique. Imaginer le pire scénario physique. Non, je vais bien. Enfin, physiquement. Maman, écoute-moi bien. J'ai fait un test ADN. Ces trucs sur Internet, Gene Discover. J'ai entendu un soupir à l'autre bout du fil. Le bruit d'un corps qui se retourne dans des draps. À minuit, Julie, tu m'appelles pour tes gadgets ? Maman, les résultats sont arrivés. Ils disent que j'ai une sœur jumelle. Une jumelle identique, maman. Monozygote, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Il y a eu un silence. Et c'est ce silence-là qui m'a glacé le sang plus que tout le reste. Ce n'était pas le silence de la confusion. Ce n'était pas le « de quoi tu parles ?» immédiat et scandalisé que j'attendais. C'était un silence lourd, un silence hésitant, un silence de 3 secondes qui a duré une éternité. Puis, sa voix est revenue, mais elle était différente, plus aiguë, plus défensive. N'importe quoi. C'est une arnaque, ces sites. Ils te racontent n'importe quoi pour te vendre des abonnements. Tu es fille unique. Je t'ai porté 9 mois. Je le saurais si vous étiez 2, non ? Tu crois que j'ai oublié un bébé à la clinique ? Elle a ri. Mais c'était un rire faux. Un rire de sitcom mal joué. Maman, le test dit 100% de correspondance. Et il y a un profil. Elle s'appelle Mathilde. Mathilde V. Je ne connais aucune Mathilde, a-t-elle coupé sèchement. Écoute, tu as bu ? Tu as fumé un de tes trucs ? Va te coucher. On en parlera demain quand tu seras sobre. C'est ridicule. Elle a raccroché. Juste comme ça. Clic. Je suis restée là, le téléphone collé à l'oreille, à écouter la tonalité. Elle mentait. Je le sais. Je connais ma mère.
Quand elle dit la vérité, elle s'énerve, elle crie, elle argumente. Là, elle a fui. Elle a fui comme une voleuse. Donc, j'ai une sœur. J'ai une sœur cachée. Je suis retournée sur le site, sur mon ordinateur portable cette fois, pour voir mieux. J'ai rouvert le profil de cette Mathilde V. J'ai recommencé à scruter les photos, l'une après l'autre, comme une experte de la police scientifique. Sauf que mon seul diplôme, c'est un master en marketing digital, qui ne me sert à rien pour survivre. J'ai remarqué un détail que j'avais raté sur l'écran du téléphone. Les dates. La photo prise depuis mon placard datait d'hier. Mais la photo prise depuis le dessus de l'armoire, celle avec la moulure, elle datait d'il y a 3 mois. Et celle prise à travers les stores, 6 mois. 6 mois. Ça fait 6 mois que cette fille, cette Mathilde, vient chez moi. Ou vit chez moi. J'ai regardé autour de moi. Ma chambre, mon petit cocon douillet avec mes guirlandes lumineuses et mes plantes vertes qui sont à moitié crevées. Soudain, tout me semblait étranger. Je me suis sentie violée. C'est pire qu'un cambriolage. Un cambrioleur, il prend ta télé et il se barre. Là, c'était intime. Quelqu'un a partagé mon espace, respiré mon air, m'a regardé dormir. Peut-être même qu'elle a utilisé ma brosse à dents. Cette pensée m'a donné envie de vomir. J'ai commencé à faire le tour de l'appartement, allumant toutes les lumières. J'ai vérifié les fenêtres, fermées, la porte d'entrée, verrouillée à double tour. Il n'y a aucune trace d'effraction, aucune. C'est là que je me suis souvenu des petits trucs bizarres. Tu sais, ces détails que tu mets sur le compte de la fatigue ou de la distraction. La fois où j'étais sûre d'avoir acheté du yaourt aux fruits rouges et où je n'ai trouvé que des natures dans le frigo. Je m'étais dit, tiens, je deviens sénile. La fois où j'ai retrouvé la lunette des toilettes relevée, alors que je vis seule et que je ne reçois jamais de mec. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. J'avais pensé que c'était le plombier qui était passé la veille. Ou cette odeur. Parfois, dans le couloir, il y a une odeur. Pas une mauvaise odeur. Une odeur de parfum. Un parfum sucré, vanillé. Je ne porte pas de parfum vanillé. Je déteste la vanille. J'avais pensé que ça venait de la voisine du palier, que l'odeur passait sous la porte. Putain, j'ai chuchoté. Je me suis rassise devant l'ordinateur. Sur le site Gene Discover, il y a une fonction de messagerie. Un bouton bleu envoyait un message. Mes mains tremblaient tellement que j'ai mis 2 minutes à taper 3 mots. Qui es-tu ? J'ai appuyé sur Entrée. Le message s'est affiché dans une bulle grise, envoyé à 1023. Je ne m'attendais pas à une réponse. Pas tout de suite. Mais à peine 1 seconde plus tard, 3 petits points sont apparus. Elle était en ligne. Elle était là. Elle écrivait. Mon cœur battait tellement fort que je l'entendais dans mes tympans. Boum, boum, boum. La réponse est apparue. Je suis ta sœur, Julie, et je suis fatiguée de dormir par terre. J'ai reculé ma chaise brutalement, manquant de tomber. Dormir par terre ? Au même moment, j'ai entendu un bruit très distinct, un grattement. Ça ne venait pas du couloir, ça ne venait pas de dehors, ça venait du mur derrière moi.
juste derrière la fine cloison de plâtre qui sépare ma chambre du vide sanitaire de l'immeuble. Scritch, scratch, scratch, comme des ongles sur du placo. J'ai regardé le mur, j'ai regardé l'écran. Un nouveau message est arrivé. Ouvre-moi, j'ai faim. Tu te demandes sûrement ce que j'ai fait après avoir lu « J'ai faim » sur mon écran, pendant que le mur derrière moi faisait des bruits de rongeurs sous amphétamine. Est-ce que j'ai pris une masse pour casser la cloison, comme dans un clip de Miley Cyrus? Est-ce que j'ai couru nu-pied dans l'escalier en hurlant? Non, j'ai fait le truc le plus français du monde. J'ai fermé mon ordinateur portable doucement, comme si je ne voulais pas vexer la machine. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et j'ai pris le plus grand couteau que j'avais, un couteau à pain. Oui, je sais, pour se défendre, c'est moyen, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Si ma jumelle maléfique voulait une baguette, elle allait être servie. Ensuite, j'ai attendu. J'ai attendu au milieu de mon salon, le couteau serré dans ma main moite, en fixant ce mur. Le silence était revenu. Plus de grattements, plus de messages. Juste le bruit du frigo et ma propre respiration sifflante. C'est là que mon cerveau a commencé à vriller. Tu sais, cette phase où la peur laisse place à une sorte de colère froide et absurde. Je me suis dit, attends une minute. Je paye 1200 balles de loyer pour 35 mètres carrés. Le prix du mètre carré à Paris, c'est indécent. Et là, on est en train de me dire qu'il y a une squatteuse qui vit dans l'épaisseur de mes murs, qui profite de mon chauffage central sans payer les charges. L'idée qu'on me vole mon intimité me faisait peur. Mais l'idée qu'on me vole de l'espace immobilier, ça m'a rendu paranoïaque. Il fallait que je comprenne. Il fallait que je sache où elle était. J'ai rouvert l'ordi, non pas pour lui parler, mais pour analyser ses foutues photos. J'ai décidé de traiter ça comme une énigme logique, pas comme un film d'horreur. Si je laissais l'émotion prendre le dessus, j'allais finir en boule sous mon lit. J'ai repris la photo numéro 3, celle de la cuisine, prise d'en haut. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai levé la tête. Au-dessus des placards, il y a ce faux plafond un peu moche qu'on trouve dans les vieux immeubles rénovés à la va-vite dans les années 90. Il y a une grille d'aération. Une grille en métal peinte en blanc, toute grasse de poussière. J'ai grimpé sur un tabouret. J'ai allumé la torche de mon téléphone. La grille avait l'air normale, mais en regardant de plus près, j'ai vu les vis. Les 4 vis cruciformes au coin de la grille. Elles n'étaient pas serrées. Elles ressortaient de quelques millimètres. Et autour des têtes de vis, la peinture était écaillée, comme si on les avait dévissées et revissées souvent. Récemment, j'ai approché mon visage de la grille, et là, j'ai senti l'odeur. Ce n'était pas une odeur de cuisine, c'était cette odeur sucrée et métallique dont je te parlais. Un mélange de vanille bon marché, genre désodorisant de voiture, et de quelque chose de plus organique, de la transpiration rance, de la peau sale. J'ai braqué ma lumière à travers les fentes de la grille. Je m'attendais à voir un tuyau d'aération, un truc en aluminium. Mais non, derrière la grille, il n'y avait pas de tuyau. C'était un vide. Un espace noir qui partait vers la droite, longeant le plafond, bien plus large qu'une simple gaine technique.
C'était un de ces vides de construction qu'on trouve dans les vieux immeubles haussmanniens. Ces espaces perdus qu'on condamnait à l'époque pour faire passer les cheminées. Et juste là, posé sur le bord du placo, à l'intérieur, il y avait un objet. J'ai dû plisser les yeux pour être sûre. J'ai même failli tomber de mon tabouret. C'était un pot de yaourt. Un de mes yaourts aux fruits rouges. Vide, avec une petite cuillère en plastique plantée dedans. J'ai eu un haut-le-cœur. Putain de merde, j'ai chuchoté. Donc, elle ne vit pas dans le mur comme un fantôme. Elle vit dans les entrailles de l'appartement. Elle circule au-dessus de ma tête, derrière mes placards, dans les coffrages. Mon appartement est un fromage à trous. Et c'est elle la souris. Je suis redescendue du tabouret, les jambes tremblantes. J'ai regardé mon appartement d'un œil nouveau. Ce n'était plus mon chez-moi. C'était un décor de cinéma. Une maison de poupées dont les murs sont transparents pour quelqu'un qui regarde depuis les coulisses. J'ai repris l'ordinateur. Je suis retournée sur la photo numéro 5, celle prise depuis l'intérieur de mon placard dans la chambre. Je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert le placard en grand, le cœur battant. J'ai poussé les vêtements. J'ai tapoté le fond du placard. C'est du bois fin, du contreplaqué. Ça sonnait creux. Évidemment que ça sonnait creux. J'ai collé mon oreille contre le bois. Rien, juste le silence lourd. Mais j'ai remarqué un détail sur la plainte, tout au fond du placard, derrière mes boîtes de chaussures. Il y avait une petite trace sombre sur le bois, comme une griffure ou une poignée improvisée. J'ai essayé de glisser mon ongle dans la fente entre le panneau du fond et le côté. Ça a bougé. Un tout petit peu. Le fond du placard n'était pas cloué. C'était une porte coulissante déguisée. Je n'ai pas osé l'ouvrir. Je t'avoue, j'ai eu une frousse bleue. Je me suis dit, si je l'ouvre et qu'elle est là, accroupie dans le noir, à me regarder avec mes yeux, je meurs. Crise cardiaque directe. Je suis retournée dans le salon, là où je me sentais le plus en sécurité. Ce qui est une blague, vu qu'elle peut apparemment sortir par les bouches d'aération. L'ordinateur a émis un petit ding, un nouveau message. Je me suis approchée de l'écran, comme si c'était une bombe à retardement. Tu as trouvé ma salle à manger. Je n'avais plus de cuillère. J'ai dû t'en emprunter une. Désolée. Le ton était poli, presque enfantin. C'était encore plus terrifiant que des menaces. Elle ne voulait pas me tuer. Elle voulait cohabiter, comme une colocataire parasite qui ne comprend pas les frontières sociales. Mes doigts ont volé sur le clavier. La colère reprenait le dessus. Sors de là, tout de suite. J'appelle la police. La réponse a été immédiate. La police? Pour leur dire quoi? Qu'il y a ta sœur jumelle dans le plafond? Ils vont t'enfermer, Julie. Comme ils ont enfermé maman quand elle parlait de moi. Je me suis figée. Maman. Elle a dit maman. Donc ma mère savait. Ce n'était pas un délire. Ce n'était pas une erreur de laboratoire. Ma mère m'avait menti au téléphone tout à l'heure. Elle savait qu'il y en avait une autre. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Ai-je tapé. 3 petits points. 3 petits points qui dansent. Je veux ce que tu as. La lumière, la chaleur, les draps propres, le vin rouge. J'ai vécu dans le noir assez longtemps, Julie. On a partagé le ventre de maman. On peut partager l'appartement.
C'est mon tour d'être dehors. J'ai senti une larme de rage couler sur ma joue. C'est mon tour, comme si la vie était un jeu de chaises musicales et que la musique venait de s'arrêter. Soudain, mon téléphone a vibré. Pas une notification de mail cette fois, une notification de l'application Gene Discover. Nouvelle photo ajoutée par Mathilde V. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai ouvert la photo. L'image s'est chargée lentement à cause de ma connexion Wi-Fi pourrie. C'était une photo prise en plongée, très haut. On voyait le haut de mon crâne. On voyait mes épaules voûtées. On voyait l'écran de mon ordinateur avec la conversation ouverte. Et on voyait ma main crispée sur le couteau à pain. La photo avait été prise à l'instant même. J'ai levé la tête brusquement vers le lustre du salon, au centre de la rosace, là où les fils électriques sortent du plafond pour tenir la lampe. Il y avait un trou un peu plus large que la normale. Et dans ce trou, il y avait quelque chose qui brillait, un petit rond de verre, un objectif de caméra. Et juste à côté, dans l'ombre du stuc, un œil bleu, exactement comme le mien. Il m'a cligné dessus. J'ai hurlé. J'ai lancé le couteau à pain vers le plafond de toutes mes forces. Il a tapé le plâtre à 10 cm du lustre, laissant une entaille blanche, et il est retombé sur la table basse avec un fracas terrible. De là-haut, j'ai entendu un rire étouffé, sec, comme des feuilles mortes qu'on écrase. Puis une voix. Pas dans ma tête, pas sur l'écran. Une vraie voix qui venait du plafond, filtrant à travers le trou du lustre. C'était ma voix. C'était exactement ma voix, mais avec une intonation que je n'avais jamais utilisée. Une intonation rauque, désarticulée, comme quelqu'un qui n'a pas parlé depuis des années. Tu as raté Serette. Et là, toutes les lumières de l'appartement se sont éteintes d'un coup. Le noir complet, sauf l'écran de mon ordinateur qui brillait dans l'obscurité comme un phare. Un dernier message s'est affiché. Maintenant, on joue selon mes règles. Tu sais ce qu'on dit sur le silence? Qu'il est d'or? C'est des conneries. Le silence, quand tu es dans le noir complet, avec une psychopathe génétiquement identique à toi qui vit dans ton plafond, c'est pas de l'or. C'est du plomb. C'est lourd. Ça t'écrase les poumons. Et ça te donne envie de hurler. Sauf que ta gorge est aussi sèche que le désert de Gobi. Quand les plombs ont sauté, je suis restée figée comme une idiote au milieu du salon. Le noir absolu. J'ai des rideaux occultants, parce que je suis une princesse qui a besoin de son sommeil. Donc c'était un noir d'encre. La seule chose que je voyais, c'était la petite pomme lumineuse au dos de mon écran d'ordinateur, qui commençait à faiblir. Évidemment, je n'avais pas branché le chargeur. Ma vie est une succession de négligences technologiques qui se transforment en scénario catastrophe. J'ai entendu un bruit sec au-dessus de ma tête, comme un petit animal qui court. Puis un bruit plus lourd sur le parquet. Boum! Elle était descendue. J'ai paniqué. Le genre de panique primaire qui te vide le cerveau. J'ai attrapé mon téléphone. 18% de batterie. Génial. J'ai allumé la lampe torche. Le faisceau blanc a traversé la pièce, éclairant des particules de poussière qui dansaient dans l'air. Mathilde, ai-je lancé. Ma voix a traqué. C'était pathétique. Pas de réponse.
Juste ce petit rire sec que j'avais entendu plus tôt. Mais cette fois, il ne venait pas du plafond. Il venait de derrière le canapé. Je me suis dit, pars-toi, laisse la porte, laisse le Mac, laisse ta dignité, sauve ta peau. J'ai couru vers l'entrée, manquant de me driser le petit orteil contre le coin du meuble à chaussures. J'ai braqué ma lumière sur le vide-poche pour prendre mes clés. Vide. J'ai senti une vague de chaleur me monter au visage. Mes clés de secours, dans le tiroir de la cuisine. Trop loin. Elle est dans le salon, entre la cuisine et moi. J'ai fait volte-face, éclairant le couloir. Et là, j'ai vu mes clés. Elles étaient posées bien en évidence, au centre du tapis, comme une invitation ou un test. Je me suis précipitée dessus. Je les ai ramassées avec des mains qui tremblaient tellement que j'ai failli les faire tomber 3 fois. J'ai enfoncé la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elle ne tournait pas. J'ai forcé. J'ai secoué la poignée comme une dingue. Rien. J'ai éclairé la serrure de près. Il y avait de la colle. De la super glue qui pavait de la serrure et qui avait durci. J'ai bricolé un peu ce matin, a dit une voix. La voix venait de juste derrière mon oreille gauche. C'était ma voix. C'est l'expérience la plus traumatisante de ma vie. S'entendre parler, mais sans bouger les lèvres. C'était ma voix, mais avec une intonation que je ne connais pas. Calme, trop calme, une voix qui n'a pas peur. J'ai hurlé et j'ai couru vers la seule pièce qui ferme encore, ma chambre. Je me suis jetée à l'intérieur. J'ai claqué la porte et j'ai tourné le petit verrou ridicule. J'ai poussé ma commode devant la porte. Ça pesait 1 tonne. J'ai rayé le parquet sur 1 mètre. Et franchement, je m'en foutais de ma caution à cet instant précis. Je me suis adossée à la commode, le souffle court. Ok, Julie, réfléchis. Tu es au 4e étage. Fenêtre, suicide. Porte, condamné. Voisin? J'ai commencé à taper contre le mur mitoyen avec le manche de mon couteau à pain que j'avais gardé en main. Ne me demande pas pourquoi. Réflexe de survie stupide. Au secours! J'ai tapé comme une sourde. Elle dort, a répondu la voix. Cette fois, la voix ne venait pas de derrière la porte. Elle venait de l'intérieur de la chambre. J'ai braqué ma lampe torche partout. Sous le lit, rien. Dans les coins, rien. Mon regard s'est posé sur le placard. Celui avec le faux fond. La porte était entr'ouverte. Juste un peu. Une fente noire. Je me suis approchée du lit, reculant le plus possible du placard. Et c'est là que j'ai vu l'objet posé sur mon oreiller. Un petit album photo à spirale. Bon marché. Il n'était pas là ce matin quand j'ai fait mon lit. Elle l'avait déposé là. Elle m'attendait. Ma curiosité est un défaut mortel, je te l'ai déjà dit. Malgré la terreur, je l'ai ouvert. Ce n'étaient pas des photos d'elle. C'étaient des photos de moi. Moi, à 5 ans, soufflant mes bougies. Moi, à 10 ans, avec mon appareil dentaire. Moi, à la remise de mon diplôme. Des photos classiques que ma mère garde dans des albums à Lyon. Comment elle les a eues. Mais sur chaque photo, il y avait une modification. Sur la photo de mes 5 ans, une silhouette était dessinée au feutre noir juste derrière moi. Une ombre qui me tenait la main. Sur la photo du diplôme, elle avait gratté le papier photo pour effacer le visage de ma meilleure amie à côté de moi.
et elle avait dessiné son propre visage au stylo-bille. Un visage souriant, mais avec des yeux raturés, trop grands. À la fin de l'album, il y avait une page écrite à la main. Une écriture qui ressemblait furieusement à la mienne, mais plus pointue, plus nerveuse. Maman a choisi. Elle a gardé la jolie, la saine, celle qui ne pleurait pas. Elle m'a laissée à la clinique. Mais je ne suis pas restée là-bas, Julie. Je vous ai retrouvée. J'ai vécu dans la cave de la maison de Lyon, puis dans le grenier. Puis je t'ai suivi ici, parce qu'une ombre ne peut pas vivre sans la personne qui la projette. J'ai relevé la tête, les larmes aux yeux. C'était de la folie. Tu mens, ai-je chuchoté à la pièce vide. Maman ne ferait jamais ça. Le placard a grincé. La porte a glissé de quelques centimètres. Une main est apparue sur le bord de la porte. Ce n'était pas une main de monstre. C'était ma main. La même forme d'ongle. La même petite tache de naissance sur le poignet. Sauf qu'elle était pâle. D'une blancheur maladive. Comme si elle n'avait jamais vu le soleil. « Je ne mens jamais, Julie », a dit la voix depuis l'intérieur du placard. « C'est toi qui vis dans un mensonge. Tu crois que tu es seule ? Tu te plains de ta solitude, de ton célibat, de ta vie vide. Mais je n'ai jamais raté une seule de tes soirées. J'étais là quand tu pleurais tes ex. J'étais là quand tu dansais toute seule. Je connais tes chansons préférées. Je connais tes peurs. Je suis la seule qui te connaît vraiment. » Elle a marqué une pause théâtrale. Et maintenant, je suis fatiguée d'être l'ombre. Je veux la lumière. Je veux tes vêtements. Je veux ton prénom. Je veux ta vie. J'ai braqué ma lampe torche droit sur l'ouverture du placard. Montre-toi. Si tu es ma sœur, montre-toi. Il y a eu un mouvement fluide. Une silhouette est sortie de l'ombre des manteaux. Elle s'est redressée. J'ai failli lâcher ma lampe. C'était comme se regarder dans un miroir déformant. Elle portait mon vieux pyjama, celui avec des nuages que je croyais avoir perdus. Elle avait mes cheveux, mais ils étaient ternes, coupés n'importe comment, comme avec des ciseaux à ongles. Mais c'était son visage le pire. C'était mon visage, exactement le mien, mais sans aucune des expressions que je connais. C'était un visage vide, lisse, comme un masque de cire qui n'a jamais appris à sourire naturellement. Elle a cligné des yeux, lentement. On se ressemble tellement, a-t-elle murmuré en s'approchant. Elle a fait un pas vers moi. J'ai reculé jusqu'à heurter le rebord de la fenêtre. Je n'avais nulle part où aller. Maman ne verra même pas la différence, a-t-elle ajouté. Elle a levé la main vers mon visage. J'ai voulu la repousser, la frapper, faire n'importe quoi. Mais j'étais paralysée. C'est ça le pire. C'était comme voir ma propre mort marcher vers moi. Non, pas ma mort, mon remplacement. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Elle a penché la tête sur le côté, exactement comme je le fais quand je réfléchis. Tu as l'air fatiguée, Julie. Tu as des cernes. Tu devrais dormir. Elle a souri. Et pour la première fois, j'ai vu la seule vraie différence entre nous. Dans ses yeux, il n'y avait rien d'humain. Juste une patience infinie et froide. La patience de l'araignée qui attend que la mouche arrête de se débattre. « Laisse-moi prendre le relais », a-t-elle chuchoté. Et elle a soufflé sur ma lampe torche.
le noir est revenu. Et dans le noir, j'ai senti ses mains se poser sur mes épaules. Froide, glaciale. C'est fou comme le corps humain est mal fait. On s'imagine toujours qu'en situation de danger de mort, on va se transformer en Wonder Woman, qu'on va balancer des coups de pied retournés et hurler comme une guerrière. La réalité, c'est que quand ces mains glacées se sont refermées sur mes épaules, je me suis transformée en poupée de chiffon. Pas un cri, pas un geste, juste une paralysie totale, molle et pathétique. Je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé dans le noir. C'est flou, comme un lendemain de cuite, mais sans le mal de crâne. Je me souviens de l'odeur, par contre. Cette odeur de poussière et de vieux renfermé qui m'a envahi quand elle m'a serré contre elle. C'était comme être enlacé par une cave. Elle était forte, beaucoup plus forte que moi. Ses muscles étaient durs, tendus par des années à ramper dans des espaces exigus. Je me souviens avoir été traînée. Pas loin, juste quelques mètres. Le bruit du parquet qui grince sous mon poids inerte. Le cliquetis des cintres qu'on écarte brutalement. Et puis, le son d'un panneau de bois qui coulisse. Chut, elle a murmuré. Repose-toi, je m'occupe de tout. Le noir est devenu encore plus noir. Il y a eu un déclic. Le verrouillage d'une planche. Et le silence est retombé. Mais cette fois, j'étais du mauvais côté de la cloison. Tu sais ce qui est vraiment effrayant? Ce n'est pas le noir. Ce n'est pas l'enfermement. C'est la rapidité avec laquelle on s'habitue à la lumière. Ce matin, je me suis réveillée avec le soleil sur le visage. Le vrai soleil. Pas un rayon filtré par une grille d'aération sale, mais une grande flaque de lumière chaude qui traversait la fenêtre de la chambre. C'était éblouissant. J'ai mis 5 bonnes minutes à juste ouvrir les yeux sans pleurer. J'ai étiré mes bras, mes vrais bras, pas ceux tout maigres que je voyais dans le miroir avant. Et j'ai senti la douceur des draps en coton égyptien. Dieu que c'est doux. Julie avait vraiment bon goût en matière de linge de lit. Je dois lui accorder ça. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la salle de bain. J'ai failli trébucher. Je n'ai pas encore tout à fait l'habitude de cette hauteur, de cette perspective. C'est bizarre de marcher debout, sans avoir à courber l'échine pour éviter une poutre. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai pris le temps. J'ai attrapé le mascara qui traînait sur le rebord du lavabo. J'ai un peu galéré. J'ai failli me crever l'œil 2 fois. Mais le résultat est pas mal. J'ai brossé mes cheveux et ils brillent. J'ai même mis un peu de ce parfum hors de prix qui trônait sur l'étagère. Fini l'odeur de vanille bon marché et de sueur. Maintenant, je sens le jasmin et la réussite sociale. Mon téléphone a sonné vers 10 heures. Enfin, son téléphone. C'était maman. J'ai hésité 1 seconde. Juste une. Puis j'ai décroché, en mettant ma voix sur ce ton un peu traînant et agacé que Julie utilisait toujours. Allô? Julie? C'est maman. Je t'ai réveillée? Non, ça va maman. Je bois mon café. Écoute, je voulais m'excuser pour hier soir. J'étais fatiguée, j'ai été un peu sèche quand tu m'as parlé de ce test ADN débile. Oh ça, j'ai souri à mon reflet. Un sourire parfait. Toutes mes dents. T'inquiète pas, maman. J'ai dû rêver. J'ai vérifié ce matin. Le site avait planté.
c'était une erreur de la base de données. Ils m'ont envoyé un mail d'excuses. Fille unique, comme toujours. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Ne gaspille pas ton argent dans ces bêtises. Bon, je te laisse. J'ai un déjeuner. Bisous, ma chérie. Bisous, maman. J'ai raccroché. C'était d'une facilité déconcertante. Personne ne remarque rien. Les gens voient ce qu'ils ont envie de voir. Ils veulent voir Julie, la fille normale, un peu stressée, un peu banale. Alors, je leur donne du Julie. Je le joue même mieux qu'elle. Parce que moi, je savoure chaque seconde. Je savoure le goût du café. C'est amer, c'est délicieux. Je savoure l'espace. Je savoure le fait de pouvoir aller aux toilettes sans devoir pisser dans une bouteille. Là, je suis assise dans le salon. J'ai ouvert la fenêtre en grand pour entendre les bruits de la rue. C'est une symphonie. Il y a juste un petit truc qui gâche un peu l'ambiance. Un tout petit truc. De temps en temps, si je tends l'oreille, j'entends un bruit venant du mur, derrière le canapé. Scritch, scratch, scratch, comme des ongles qui grattent le placo. Parfois, c'est accompagné d'un petit gémissement étouffé ou d'un coup sourd. C'est agaçant, non? On paie un loyer exorbitant et l'isolation phonique est nulle. Mais je ne m'inquiète pas trop. Elle finira par se calmer. Au début, on a faim, on a soif, on a peur. Et puis, on s'habitue. On apprend à devenir une ombre. On apprend à observer à travers les fentes. Elle a tout ce qu'il faut là-dedans. Mes vieux vêtements sales, quelques bouteilles d'eau que j'ai laissées, et toute l'obscurité qu'elle mérite. Après tout, on est sœurs. On partage tout. J'ai eu l'ombre pendant 25 ans. C'est à son tour maintenant. Tiens, je vais me resservir un verre de vin. Ce rouge est excellent. Et si elle continue à gratter, je monterai peut-être le son de la télé. J'ai toute une vie à rattraper. Je ne vais pas laisser un petit bruit de fond me gâcher mon dimanche. Allez, santé, à la famille.